c'est que Benjamin, finalement, lorsqu'il dit il faut pouvoir se donner une conception de l'expérience qui est plus riche que celle de Kant, c'est qu'il conçoit qu'à la base de l'expérience, il y a le langage. Mais le langage conçu d'une manière qui est très particulière. Le langage conçu au sens de... Bon, il y avait un contemporain de Kant qui s'appelait Hamann, Johann Georg Hamann, qui a écrit un petit texte très difficile à comprendre, métacritique du purisme de la raison pure. Et puis, dans ce texte-là, Hamann dit la conception de l'expérience de Kant, elle est très insuffisante. Il faut comprendre, il faut mettre à la base de l'expérience le langage. Mais c'est le langage compris d'une manière théologique. C'est-à-dire, Dieu crée en nommant. Et puis, lorsqu'il crée le premier homme, il lui demande de nommer les choses. D'accord? Nommer les choses, ça veut dire saisir adéquatement leur essence. D'accord? Et puis, il y a cette idée qu'on trouve chez Hamann, puis qui est reprise par Benjamin aussi, l'idée d'une chute. C'est-à-dire que l'être humain a perdu ce langage primordial, a perdu le contact, c'est-à-dire la connaissance adéquate du réel. Alors, il y a toute une conception théologique qui est sous-jacente et qui est vraiment difficile à saisir, mais c'est présent en sous-main dans le projet de Benjamin. Bon, alors, pour dire les choses simplement, maintenant j'en viens à comment, qu'est-ce qui, dans la pensée de Bloch, a pu faire impression sur Benjamin à cette époque-là. Je vais dire les choses de manière simple pour qu'elles soient facilement saisissables, et ensuite ça nous permettra de plonger un peu plus en détail dans les conceptions, vous aurez davantage de repères, et puis ensuite nous passerons aux fragments théologiques ou politiques. Bon. Je crois que Benjamin a été très impressionné par une idée qu'on trouve chez Bloch dans l'esprit de l'utopie. C'est une idée que j'ai mentionnée hier. C'est l'idée de intention symbolique. Alors, simplement pour vous rappeler, Bloch dit nous faisons l'expérience à chaque instant de l'obscurité de l'instant vécu. D'accord? Nous sommes plongés dans l'obscurité de l'instant vécu, et puis le passé proche ou le futur proche nous sont obscurs eux aussi parce qu'ils sont contaminés par cette obscurité de l'instant vécu. Alors, l'important ici, c'est l'idée d'obscurité et l'idée que c'est une obscurité qui se vit dans l'instant. D'accord? L'instant n'est saisissable qu'une fois passé. Le moment où on le vit, on ne peut pas le saisir. Par ailleurs, dit Bloch, il peut arriver qu'on fasse des expériences d'étonnement. Des expériences où simplement la perception d'un objet va nous saisir d'étonnement, comme si dans cet objet-là, il y avait une réponse à l'énigme qui est dans l'obscurité de l'instant vécu. Finalement, quel est le réel? Qui sommes-nous véritablement lorsque nous pensons? Alors, c'est l'idée d'intention symbolique. C'est une idée qui formule de manière un peu mystique, de manière un peu étrange, et puis par la suite, il va souvent associer à ces expériences d'intention symbolique l'idée du Tao. On vit la présence d'un objet, ça nous remplit d'étonnement, comme si cet objet-là était la réponse, finalement, à l'énigme de l'être. Ça, c'est une conception fondamentale chez Bloch. Je crois que Benjamin a été vraiment intéressé par ça. Parce qu'il était, rappelez-vous, il était à la recherche d'une métaphysique qui fasse droit à l'expérience religieuse, mais une expérience religieuse qui soit présente sous forme fragmentaire, c'est-à-dire sous forme négative. D'accord? Alors, Bloch n'affirme rien à propos du sens du monde, finalement, lorsqu'il parle de l'expérience d'étonnement, lorsqu'il parle des intentions symboliques.
Mais il dit, il y a peut-être ici, dans cette énigme, un mot-clé qui nous éclairerait sur le mystère de l'être, sur le mystère de qui nous sommes véritablement. Alors, je crois que Benjamin, lorsqu'il montre son intérêt, il manifeste son intérêt pour le savoir non encore conscient, et sur ses recherches de solutions mystiques, je crois qu'il y a vraiment... il nous signale ici qu'il est véritablement intéressé par ces idées-là. Cependant, moi j'ai observé en lisant de près Bloch, Benjamin, je me suis beaucoup intéressé à Michel Foucault aussi, de très grands esprits. J'ai observé que lorsque ces gens-là prennent connaissance d'une idée qui les intéresse, ils se l'approprient en la transformant immédiatement. Ils en font quelque chose d'autre. Comme une abeille qui butine, qui transforme le pollen en miel. D'accord? Alors, je pense que c'est ce qui s'est passé avec Benjamin. Il a été intéressé par cette idée-là, il se l'est approprié, mais il en a fait quelque chose d'autre. Mais qui continue quand même de porter d'une certaine manière la marque de Bloch. Il l'a transformé en quoi? Il l'a transformé en... Benjamin ne croit pas, il n'est pas d'accord avec Bloch pour dire que nous nous acheminons possiblement vers un état qui serait le tout, qui serait finalement la résolution du processus, puis il identifie ça, il dit dans les extases mystiques, on peut pressentir quelque chose de ça. Donc il y a quand même chez Bloch un télos. Benjamin n'accepte pas cela, n'accepte pas cette idée qu'il y a une fin, il y a un horizon utopique qui serait comme un télos. Qu'est-ce qu'il retient de Bloch? Il retient de Bloch l'idée que dans le temps, dans le cours du temps, il y a des arrêts. Il y a des expériences où le temps, on fait l'expérience que le temps s'arrête. Ça peut être des expériences de choc, des expériences d'étonnement. Et puis, si vous êtes un peu familier avec Benjamin, je pense que vous reconnaissez peut-être déjà ici certaines de ses idées centrales. L'expérience de l'arrêt du temps. Évidemment, le temps ne peut pas arrêter, le temps historique continue, mais nous, à certains moments, nous faisons une expérience instantanée d'un arrêt du temps. Ça, c'est une idée force chez Benjamin et qui, à mon avis, il la doit directement à Bloch. Okay. Par exemple, je vais seulement donner 3 exemples de la pensée de Benjamin où cette expérience d'arrêt est évoquée, et puis pour vous, au fin de mieux vous faire comprendre, pour illustrer ce dont il s'agit véritablement. Dans son livre important que j'ai ici, Origine du drame baroque allemand, un livre qui est vraiment difficile, Benjamin élabore une théorie de l'image où il y a 2 concepts qui sont importants. Le concept de symbole, qu'on retrouve chez Bloch aussi, et le concept d'allégorie. Alors, c'est un livre qui est, sur le plan historique, cet ouvrage-là est important, entre autres, parce que Benjamin renouvelle le concept d'allégorie. Alors, l'allégorie, simplement, vous allez dans une église et puis vous voyez peinte une femme qui représente la justice ou qui représente une vertu, etc. Ce sont des allégories. On considère ça, traditionnellement, on considère cela comme une forme d'art qui était plutôt stéréotypée. Mais Benjamin a essayé de montrer la très très grande valeur historique sur le plan de la philosophie de l'histoire de cette conception de l'allégorie. Je ne peux pas entrer trop dans les détails, mais Benjamin dit que c'est ici. Alors que dans le symbole, là je cite un passage de Origine du drame baroque allemand,
Alors que dans le symbole, le visage transfiguré du réel se révèle fugitivement dans la lumière du salut, un symbole qui a finalement une valeur religieuse, cette conception du symbole est partagée par Bloch. En revanche, dans l'allégorie, c'est la faciès hippocratica de l'histoire qui s'offre au regard du spectateur. Faciès hippocratica, si vous allez sur Internet, on va vous dire ce que ça signifie. C'est un terme de la médecine médiévale. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a un visage hâve, émacié, les joues creusées, un visage qui est marqué par la maladie, vous voyez une personne comme ça, puis vous vous dites, cette personne, elle n'en a pas pour longtemps. D'accord? C'est ça, un faciès hippocratica. Donc, Benjamin dit, l'allégorie nous montre la faciès hippocratica de l'histoire qui s'offre au regard du spectateur comme un paysage primitif pétrifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Benjamin a une conception de l'histoire qui est théologique. L'histoire, c'est le temps de la chute, c'est le temps du déclin. Les choses vont mal. C'est le temps du malheur, de la souffrance. Et puis, voir l'histoire dans sa réalité, c'est la percevoir de cette manière-là. L'histoire comme déclin. Les choses ne vont pas bien. Okay? Ça, c'est une conception qui est centrale chez Benjamin. C'est une conception qui lui vient de la théologie. Nous sommes dans le temps de la chute. D'accord? C'est très différent de Bloch, avec son horizon utopique. Okay? L'histoire, dans ce qu'elle a toujours eu d'intempestif, de douloureux, d'imparfait, s'inscrit dans un visage, dans une tête de mort. Une tête de mort qui est une allégorie dans l'art baroque. Si vous lisez des textes baroques comme j'ai lu Francisco Quevedo, un grand poète espagnol de l'âge baroque, c'est toujours ça qui est présent. On peut regarder une belle personne, mais il faut se souvenir que cette personne-là est condamnée à la vieillesse, à la maladie, à la mort. Derrière tout beau visage, il y a toujours une tête de mort. Okay? Et puis, bon, ça, c'est une conception qui est très importante chez Benjamin. Et puis, elle revient, donc l'idée d'allégorie, elle revient sous d'autres formes. Par exemple, dans l'idée d'éveil. Dans le livre sur les passages, qui est écrit à la fin de sa vie, Benjamin dit « L'humanité rêve. L'humanité rêve au sens où elle s'illusionne. Mais il arrive des moments dans l'histoire, des moments d'éveil, où tout à coup, nos yeux se dessillent et on voit la réalité telle qu'elle est. D'accord? Et puis c'est dans ces moments-là, c'est des moments courts, c'est de brefs moments, c'est dans ces moments-là qu'un espoir utopique devient possible. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là qu'une rédemption peut être envisagée. Alors, toute l'analyse de Benjamin sur les passages parisiens, qui étaient des avenues couvertes avec des boutiques, finalement, c'est le rêve, c'est la rêverie capitaliste. Okay? Évidemment, derrière tout ça, il faut voir le faciès hippocratica. Il faut voir toute la souffrance, tout le malheur, l'exploitation, la misère qui rendent possible cette rêverie-là. Mais à un moment donné, il y a un éveil qui peut se produire à certains moments historiques, et là on voit la réalité telle qu'elle est, en face. Par exemple, dans un moment révolutionnaire, lorsque les opprimés se font entendre. Okay? Alors, ça c'est une idée qu'on trouve dans les passages, et puis cette idée-là d'un éveil et où un non encore conscient devient possible, Benjamin l'associe dans le livre sur le passage directement à Bloch. Il y a une anecdote qui est peu connue. En 1924, Benjamin était à Capri. Il passait de longues périodes en Italie parce qu'il avait peu d'argent. Il s'était disputé avec son père. Son père lui avait coupé les vivres. Et puis, donc, il devait vivre avec peu.
Il allait vivre en Italie parce que le coût de la vie était très, très faible. Et puis Bloch était un peu dans la même situation. Alors Bloch allait tenir compagnie à Benjamin pendant de longues périodes. Alors Bloch, dans un texte, raconte, bon, c'est un texte qu'il avait commencé sur l'idée du déjà vu, l'expérience du déjà vu. Et puis le texte finit d'une drôle de manière. Il dit, bon, j'en étais là dans mes réflexions, et puis je voudrais terminer en parlant d'une conversation que j'ai eue avec Walter Benjamin à Capri. Une nuit, il y a quelqu'un qui nous sert le schnapps, et puis donc là, ils ont entrepris une discussion sur un conte de Tieck, Ludwig Tieck, un écrivain romantique allemand. Le conte lui-même, bon, finalement, ça ne sert que de prétexte. Mais dans cette conversation, une des conclusions, puis Bloch écrit un compte-rendu de leur conversation, et puis il dit que ce compte-rendu-là a reçu l'approbation de Benjamin. Donc, c'est un texte qui est important. Alors, les deux, ils ont convenu que l'idée du non encore conscient, c'est-à-dire l'expérience de l'obscurité de l'instant vécu, peut être aussi comprise comme un moment d'éveil. Alors, puis Benjamin, par la suite, dans sa correspondance, dit le texte de Tieck, que j'ai discuté avec Bloch, il est à la base de ma philosophie de la connaissance historique. Okay? Donc, c'est vraiment ici l'influence de Bloch qui est marquante, encore une fois. Bon, j'en étais à discuter des expériences d'arrêt. Hein, vous vous rappelez, Benjamin dit il y a certains moments dans l'histoire où il y a un arrêt qui se produit et puis on voit l'histoire telle qu'elle est. Ben, évidemment, ça c'est très présent aussi dans le texte le plus fameux, et à juste titre, de Benjamin, c'est les thèses sur le concept d'histoire. Okay? Alors, Benjamin dit, bon, il parle de l'histoire comme d'une tradition des opprimés, okay? Où, bon, à certains moments, lui, il songe au moment révolutionnaire, l'histoire nous apparaît telle qu'elle est. Et puis, il y a un possible qui apparaît à ce moment-là. Il parle on a traduit dans une traduction française ce moment-là par le terme « à présent ». L'histoire, c'est maintenant. Nous vivons un moment crucial, un moment clé. En allemand, c'est « Jetztzeit », le temps du maintenant. D'accord? Alors, c'est encore une fois une conception apocalyptique de l'histoire. Apocalyptique, non pas au sens où l'histoire va prendre fin un jour, il y aura une déflagration ou une catastrophe. Benjamin ne pense pas à cela. Mais il dit, comprendre l'histoire de manière théologique, c'est comprendre qu'il faut que l'histoire, comme catastrophe, prenne fin. Elle prend fin comment? Elle prend fin dans des moments d'arrêt, de cette manière-là. Okay? L'histoire s'arrête à certains moments. Alors, vous voyez, c'est une idée qui est tout à fait benjaminienne. On ne la trouve pas telle quelle chez Bloch. Mais moi, je pense, lorsqu'on étudie les textes, qu'à l'origine de cette idée-là, il y a l'idée de l'intention symbolique chez Bloch, qui est aussi un temps d'arrêt, un moment d'arrêt où on est saisi d'étonnement par un objet, et puis cet objet-là semble nous ouvrir à une autre dimension, à une dimension utopique. Cette conception-là n'était pas présente chez Benjamin avant sa rencontre de Bloch, et puis je pense qu'elle est vraiment marquante. Bon, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais finalement, j'ai résumé en termes assez simples, puis je pense que c'est aussi bien comme ça. Maintenant, je voudrais qu'on passe à un texte, qu'on fasse un peu l'exégèse d'un court texte qui est vraiment important. Le fragment théologico-politique que vous avez avec vous. C'est un texte qui est d'une grande difficulté, malgré sa brièveté. C'est un texte qui est intéressant parce qu'il nous permet aussi de voir comment Benjamin s'approprie Bloch. Alors moi, pour le temps qui nous reste, je me fais fort.
peut-être que je m'illusionne, mais je me fais fort de vous amener à comprendre ce texte-là, qui est vraiment une croix pour les interprètes. D'accord? Alors, lisons le début. Seul le Messie lui-même achève tout devenir historique, en ce sens que seul il rachète, achève, crée la relation de ce devenir avec l'élément messianique lui-même. Bon, on a ici l'idée d'un Messie, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une autre idée qui est importante ici, c'est que le Messie ne surgit pas dans l'histoire. Le Messie, il y a un rapport du Messie à l'histoire, mais le Messie est situé en dehors de l'histoire. Ici, on saisit l'histoire ou le temps comme une totalité, et le théologique se rapporte au temps comme totalité, mais il est autre chose que ce temps-là. D'accord? C'est pourquoi aucune réalité historique ne peut d'elle-même vouloir se rapporter au plan messianique. Est-ce que vous pensez que Bloch serait d'accord avec cette dernière phrase? Aucune réalité historique ne peut d'elle-même vouloir se rapporter au plan messianique. Vous ne serez pas d'accord? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que non. Oui. Vous avez l'impression que Bloch dirait, l'histoire, c'est le lieu d'émergence. Eh bien, Bloch serait d'accord avec ça, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il faut bien saisir Bloch, et puis souvent on saisit, on l'interprète d'une manière qui est assez conventionnelle.